J'étais en train de signer les papiers de vase du divorce quand la nouvelle petite amie de mon ex-mari est entrée dans le palais de justice. Elle portait les perles de ma grand-mère, le collier que j'avais déclaré volé 3 mois plus tôt. Kimberly fit Nathan d'un signe de tête glaciale, sa main agrippant la taille de la jeune femme d'un air possessif. La blonde, qui avait la moitié de mon âge et le double de mon assurance, m'adressa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mon avocate me serra le bras, un rappel silencieux de garder mon sang-froid. Je forçai ma signature au bas de la dernière page. Le crissement de la plume sur le papier résonna, anormalement fort dans la pièce stérile. 35 ans de vie, 8 ans de mariage, réduit à une série de paraphés et une dette. Félicitations, dis-je, m'étonnant moi-même de la fermeté de ma voix. De toute façon, les perles lui vont mieux. Dehors, l'air automnal d'Albuquerque me frappa le visage comme une gifle. J'aspirais une bouffée d'air qui avait un goût de gaz d'échappement et de liberté. Mon téléphone vibra contre ma hanche. 3 appels manqués de la parfumerie où je travaillais et où j'avais déjà 27 minutes à d'invérité. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui, murmurai-je pour moi-même en éteignant mon téléphone. Au lieu de me diriger vers le bureau, je marchais jusqu'à ce que mes talons soient couverts d'ampoules pour finalement m'effondrer sur un banc public. Un jogger passa, laissant dans son sillage une odeur d'agrumes et de sueur. Je fermai les yeux, disséquant automatiquement le parfum. Notes de tête de bergamote, cœur de cardamome, fond d'ambre avec une pointe de sel due à la transpiration. C'était ma malédiction et mon don. Un nez qui ne s'arrêtait jamais de travailler. De retour dans mon appartement à moitié vide, je fixai le mur où étaient autrefois accrochées nos photos de mariage. Les rectangles de peinture non délavés me narguaient comme des fantômes. Dans la cuisine, je trouvai une bouteille de bourbon intacte que Nathan gardait pour une occasion spéciale. Le seau se brisa dans un craquement satisfaisant. Après 2 verres, j'ouvris mon ordinateur portable et fis ce que toute femme fraîchement divorcée aux inhibitions réduites ferait. Je me suis inscrite à un marathon. Tu n'as jamais couru plus vite que pour attraper un bus, dis-je à mon reflet dans l'écran noir. Mais l'email de confirmation arriva aussitôt. Félicitations, Kimberly Adams. Vous êtes inscrite au marathon d'automne d'Albuquerque. L'entraînement commence dans 2 semaines. Cette nuit-là, je rêvais que je courais dans des couloirs sans fin qui sentaient l'eau de Cologne de Nathan sans jamais trouver la sortie. Quand le matin se leva, apportant avec lui un mal de tête qui ressemblait à une punition, je faillis appeler pour annuler mon inscription. C'est alors que j'aperçus l'échantillon de parfum sur ma table de chevet, la dernière fragrance que j'avais créée avant que Nathan ne me convainque de faire une pause dans le développement de mes propres senteurs. Je le débouchai, laissant les notes de jasmin de minuit et de bois de santal m'envahir. Ça sentait la femme que j'étais autrefois. Le marathon serait ma renaissance. J'allais fuir la personne que j'étais devenue durant mon mariage, l'épouse accommodante qui avait mis ses ambitions en sourdine pour faire briller celles de son mari. 2 semaines bien plus tard, je me présentais à Riverside Park avec des chaussures de course neuves et des leggings hors de prix. Autour de moi, des coureurs chevronnés s'étiraient avec une aisance déconcertante. Mon cœur battait la chamade tandis que le coach décrivait notre programme de 12 semaines. 15 minutes après le début de la première course, mes poumons me brûlaient. Au bout de 30 minutes, ma vision se brouilla sur les côtés, le chemin devant moi bascula soudainement et le sol se précipita pour me rencontrer. Des mains fermes me rattrapèrent avant que je ne heurte la terre. Doucement, dit une voix de femme, grave et musicale. Le premier jour est toujours le plus dur. Je levai les yeux vers des prunelles d'un vert si irréel qu'elles semblaient quinte fausses, dans un visage encadré de cheveux blonds balayés par le vent. Elle m'aida à m'asseoir sur un banc, pressant une bouteille d'eau froide contre ma joue rougie avant de la guider vers mes lèvres. Petite gorgée, m'ordonna-t-elle. Je suis Audrey. Light ou Sissou? L'eau avait un goût de plastique et de miséricorde. Alors que ma vue se précisait, je remarquai le logo sur son t-shirt de course. Wildflower Fragrances, la marque de parfum de niche qui volait des clients à mon employeur depuis un an. C'est vous, réussis-je à dire. Le nez derrière Wildflower. Son sourire s'élargit, révélant une petite fossette sur sa joue d'été gauche. Et vous êtes cet vous d'être le talent mystérieux de chez Bergman qui a créé Midnight Confession. Je reconnaîtrais ses mains n'importe où. Je regardais mes doigts, qui me semblaient si banals. Comment pourriez-vous? Seule une personne avec de longs doigts de pianiste comme les vôtres pourrait superposer autant de notes subtiles. Elle me tendit la main.
Allez, on va finir ce kilomètre ensemble, doucement. Je pris sa main sans savoir que cette femme allait bientôt défaire tout ce que je croyais savoir sur moi-même, ni que l'odeur de sa peau, ni un parfum de soleil sur du coton propre, deviendrait la fragrance que je passerai l'année suivante à essayer de capturer dans un flacon. La deuxième semaine d'entraînement se passa un peu mieux que la première. Je pouvais maintenant courir 20 minutes avant de sentir la mort imminente, ce qui était une forme de progrès. Mais ce qui me faisait vraiment revenir, c'était Audrey. Elles étaient présentes à chaque séance, réussissant à être belles sans effort, même avec les cheveux tirés en une queue de cheval fonctionnel. Tandis que les autres coureurs prenaient de l'avance, Audrey restait à mes côtés, adaptant sa foulée naturellement rapide à la mienne, plus laborieuse. Vous n'êtes pas obligé de me materner, altai-je lors de notre course du jeudi. Qui a dit que je vous maternais? Elle sourit, même pas essoufflée. Peut-être que j'apprécie la compagnie? Je lui jetai un regard incrédule. J'arrive à peine à parler en courant. C'est rafraîchissant, en fait. La plupart des gens parlent trop. À cet instant, un rayon de soleil couchant éclaira son profil, soulignant la ligne élégante de sa mâchoire. Quelque chose s'éveilla en moi, une forme d'admiration que je n'avais pas ressentie depuis des années, pas depuis les premiers temps du dos. Avec Nathan, je détournai rapidement le regard. Alors, vous avez reconnu mon parfum, dis-je, cherchant désespérément à changer le cours de mes pensées. Peu de gens peuvent identifier un créateur par son œuvre. Peu de gens peuvent identifier la bergamote dans un ascenseur bondé non plus, répondit Audrey. Nous sommes une espèce rare, vous et moi. La course de groupe du samedi fut annulée en raison d'un orage approchant. Je reçus la notification en buvant mon café, ressentant une pointe de déception embarrassante à l'idée de ne pas voir Audrey. Alors que j'envisageais une course en solo avant la pluie, on sonna à ma porte. Elle se tenait sur mon porche, vêtue d'une veste de course cintrée, qui accentuait sa silhouette athlétique, tenant 2 gobelets en carton. Comment saviez-vous où j'habite? Demandai-je, stupéfaite. La liste d'inscription au marathon. Elle me tendit l'un des gobelets. Un meilleur café que celui que vous êtes en train de boire, prêt à distancer l'orage? Nous avons à peine parcouru 3 kilomètres avant que le ciel ne se déchire. De grosses gouttes de pluie nous cinglaient tandis que le tonnerre grondait, passant en quelques secondes d'une menace lointaine à un danger immédiat. Audrey m'attrapa la main, m'entraînant vers un café voisin. Nous avons fait irruption telles des survivantes, l'eau ruisselant de nos vêtements sur le sol en béton ciré. Le barista nous jeta un regard compatissant et nous tendit une pile de serviettes. Rappelez-moi pourquoi la course est bonne pour nous, dis-je en riant et saurant ma queue de cheval. Parce que regardez-nous, trempés, frigorifiés et pourtant plus heureuses que tous ces gens au sec. Audrey désigna les autres clients du café, qui semblaient en effet bien plus maussades en comparaison. Avec des tasses fumantes entre nous et le rythme régulier de la pluie contre les fenêtres, la conversation coula plus facilement que sur le sentier. J'appris qu'Audrey avait lancé Wildflower Fragrance il y a 4 ans après avoir quitté un poste en entreprise similaire au mien. Elle parlait de ses compositions avec une telle passion que je me surpris à me pencher en avant, suspendue à ses descriptions de la chasse aux ingrédients rares sur des marchés lointains. Et vous? Comment avez-vous atterri chez Bergman? Demanda-t-elle. La question était assez innocente, mais elle ravivait tous mes échecs récents. Je voulais la liberté de création, j'ai eu un salaire de multinationale à la place. Mais vous créez toujours. Midnight Confession le prouve. Il a fallu 3 ans pour le faire approuver, 3 ans de modifications pour le rendre commercialisable. Mon amertume me surprit moi-même. Ils ont rejeté mes 7 dernières propositions. Audrey m'étudia par-dessus le bord de sa tasse. Vous devriez voir mon atelier un de ces jours. Pas de service marketing, pas de groupe de discussion, juste de la création pure. Ça a l'air dangereux, dis-je, à moitié en plaisantant. Ça l'est. Elle sourit, une lente courbe de ses lèvres qui semblait presque secrète. L'orage s'intensifia, nous donnant une excuse pour commander une autre tournée. Alors que l'après-midi s'étirait en soirée, Audrey me décrivit son atelier, situé au-dessus de sa boutique phare en centre-ville. Vous devriez passer demain, dit-elle soudainement. Je travaille sur un parfum auquel il manque quelque chose. Un regard neuf, ou plutôt un nez neuf, pourrait t'aider. Le lendemain, je suis restée 10 minutes devant Wildflower Fragrances avant de trouver le courage d'entrer. La boutique était élégante mais sans prétention, avec des étagères en verre exposant des flacons aux couleurs de pierres précieuses.
Un escalier en colimaçon dans un coin menait à ce que je supposais être l'atelier d'Audrey. Vous êtes venu. Audrey apparut de derrière un présentoir, ses yeux s'illuminant. J'avais peur que vous ne changiez d'avis. J'ai hésité, admis-je, environ 20 fois. À l'étage, son atelier me coupa le souffle. Contrairement au laboratoire stérile de Bergman, cet endroit vibrait d'une énergie créatrice. Des centaines de fioles d'ingrédients tapissaient les murs. Des touches à sentir séchaient sur des pinces. Des croquis et des notes de formule couvraient un immense tableau de liège. C'est... Les mots me manquaient. Chaotique? Pas professionnel? Elle ajossa un sourcil. Parfait, murmurai-je. Audrey me guida jusqu'à son établi où plusieurs variations d'un parfum attendaient d'être testées. Elle en déposa une touche sur l'intérieur de mon poignet, ses doigts chauds contre mon pouls. Quelque chose d'électrique passa entre nous, si tangible que je faillis reculer. Dites-moi ce que vous sentez, dit-elle doucement, son visage près du mien. Je fermai les yeux et inspirai. De la vanille, mais pas sucrée, fumée. Il y a du bois de santal? Non, quelque chose de plus complexe, du vétiver peut-être. Pendant que je continuais mon analyse, sa main resta sur la mienne, son pouce traçant distraitement de petits cercles sur ma peau. L'intimité du geste rendait la concentration difficile. Il manque une note de pont, dis-je enfin. Quelque chose pour lier les notes de tête et de cœur. Les yeux d'Audrey s'écarquillèrent. C'est exactement ça. Elle se pencha, son corps se pressant brièvement contre le mien alors qu'elle attrapait une petite fiole. Et ça? Le parfum qu'elle me proposa était précisément ce dont la composition avait besoin. Pendant l'heure qui suivit, nous travaillâmes côte à côte, communiquant dans le jargon des parfumeurs qui se comprennent instinctivement. Nos mains se frôlèrent à plusieurs reprises. Lorsque nous atteignîmes enfin l'équilibre parfait, Audrey se tourna vers moi avec une expression d'émerveillement. On fait une bonne équipe. À cet instant, au milieu du tourbillon enivrant des parfums que nous avions créés ensemble, je réalisais que j'étais dangereusement proche de ressentir quelque chose pour lequel je n'étais pas prête, quelque chose qui faisait de mon récent divorce la simple première étape d'un voyage que je n'avais jamais prévu d'entreprendre. Le lundi matin arriva avec une clarté saisissante. En entrant dans le laboratoire stérile de Bergman, les néons vrombissaient au-dessus de ma tête comme des insectes en colère, un contraste frappant avec la lueur chaleureuse de l'atelier d'Audrey. Mon poste de travail, autrefois ma fierté, ressemblait maintenant à une cellule de prison avec ses protocoles rigides et son équipement standardisé. Adams, vous êtes en retard pour les propositions de la collection de printemps, aboya mon superviseur, Harris, en passant. Le marketing a besoin des concepts pour mercredi. J'acquiesçais, bien qu'intérieurement, je fulminais. Ils avaient rejeté chaque idée originale que j'avais présentée depuis un an, me poussant à créer des variations sans risque de nos best-sellers. Pourquoi s'embêter avec la créativité quand ils ne voulaient non que du familier? Au déjeuner, je me surpris à esquisser des formules sur une serviette en papier, des variations de ce qu'Audrey et moi avions créé. Quelque chose de sauvage et d'authentique, non conçu par un comité. Ça ne ressemble pas au brief du printemps. Je sursautai, froissant la serviette, alors que Harris se dressait au-dessus de moi. Juste une séance de brainstorming, dis-je. Il fronça les sourcils. Nous avons besoin de concepts commercialement viables, pas de vos expériences artistiques. Souvenez-vous du désastre de la fleur de cerisier japonaise. Le désastre en question avait été ma tentative de créer un parfum de fleurs authentique plutôt que la version sucrée et chimique voulue par le marketing. J'avais été désavouée et la fragrance qui en résultait prenait maintenant la poussière sur les étagères des solderies. Mon téléphone vibra, un texto d'Audrey. J'ai mis notre création en bouteille. Il lui faut un nom, dîner ce soir. Un sourire m'échappa avant que je puisse le réprimer. Quelque chose d'amusant dans le brief? Harris croisa les bras. Non, juste parce que j'ai remarqué que votre concentration a baissé ces derniers temps, depuis votre divorce. La façon dont il prononça le mot divorce le fit sonner comme une maladie contagieuse. Je me redressai sur ma chaise. Ma vie personnelle n'affecte pas mon travail. Faites-en en sorte que ça continue. Bergman a été très accommodant pendant votre situation. Accommodant? Comme si m'accorder 2 jours de congé pour déménager de mon domicile conjugal était un grand geste de bienveillance de l'entreprise. Je bouillais encore quand Nathan apparut à la porte du laboratoire 2 heures plus tard.
Il portait son costume de tribunal, un gris anthracite à fines rayures, et tenait un sac en papier que je reconnus, celui de notre restaurant préféré. Surprise, annonça-t-il en entrant comme s'il était chez lui. Plusieurs de mes collègues levèrent la tête et Nikhilal vers la tête avec un intérêt non dissimulé. Notre divorce avait alimenté des mois de commérage. Qu'est-ce que tu fais ici? Je gardai ma voix basse, professionnelle. J'apporte une offrande de paix. Il posa le sac sur mon bureau, l'odeur des frites à la truffe, ma faiblesse s'en échappant. Il faut qu'on parle. Je travaille. C'est important. Son expression s'adoucit pour prendre cet air de garçon manqué qui avait autrefois fait battre mon cœur. Maintenant, ça me rendait juste méfiante. Avec un soupir, je le conduisis dans la petite salle de conférence. Une fois la porte fermée, son attitude changea. J'ai fait une erreur, dit-il sans préambule. Laquelle? La liaison? La manipulation psychologique? Le vol des perles de ma grand-mère? Il grimaça. Tout ça. Kim, ces derniers viennent, ni moi sans toi, j'ai réalisé ce que j'ai jeté. Un an plus tôt, même 6 mois plus tôt, ces mots m'auraient bouleversée. Maintenant, il sonnait juste comme une autre manipulation. Où est ta petite amie? Demandai-je. C'est fini, ce n'était pas réel, pas comme nous. J'ai failli rire. Il n'y a plus de nous. Tu t'en es assuré? On peut tout recommencer. J'ai changé. Comme je ne répondais pas, son ton se durcit. C'est à cause de cette femme, la parfumeuse? Ta nouvelle amie? La façon dont il insista sur amie me donna la chair de poule. Comment connais-tu Audrey? Todd de la salle de sport vous a vu su prendre un café. Il a dit que vous aviez l'air tourné proche. Sa mâchoire se crispa. C'est une sorte de phase? Une rébellion? Mes amitiés ne te regardent plus et tu ne te regardes plus. C'est une concurrente, Kim. Cette petite marque lui vole des parts de marché à Bergman. As-tu pensé à ce que ton patron penserait de cette petite amitié? La menace n'était pas subtile. Avant que je puisse répondre, Harris ouvrit la porte de la salle de conférence sans frapper. Adams, j'ai besoin de vous pour. Il s'arrêta, remarquant la présence de Nathan. Monsieur Morris, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je passais juste. Nathan sourit suavement. En fait, je suis content de vous voir. Kim vous a parlé de sa nouvelle collaboration. Un frisson glacial me parcourut. Harris fronça les sourcils. Quelle collaboration? Avec Wildflower Fragrances, une petite entreprise, mais qui fait des vagues. Le sourire de Nathan ne faiblit pas. Elle était dans leur atelier toute la journée de dimanche. Harris se tourna vers moi, son expression orageuse. C'est vrai? J'ai aidé une amie sur un projet personnel, dis-je prudemment. Rien à voir avec Bergman? Une amie qui dirige une marque concurrente et qui a accès à l'expertise de notre parfumeur principal? La voix de Harris monta. Votre contrat interdit explicitement toute consultation non autorisée. Ce n'était pas de la consultation, c'était une violation de votre clause de non-concurrence, termina-t-il. Et après toute la latitude que nous vous avons laissée pendant vos problèmes personnels. Nathan eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise, mais pas assez pour intervenir. Vous avez le choix, continua Harris. Mettez fin à cette relation inappropriée et réengagez-vous envers Bergman ou videz votre bureau. Le laboratoire était devenu silencieux, toute prétention de ne pas écouter ayant été abandonnée. Je regardais la posture rigide de Harris, puis l'expression expectative de Nathan. Ils étaient si semblables. Des hommes qui exigeaient la soumission, qui croyaient cote et pouvoir dicter les termes de mon existence. Quelque chose en moi, quelque chose qui montait depuis la signature de ces papiers de divorce, se brisa enfin. Je démissionne, dis-je, les mots sortant avec un calme surprenant. Tu fais une erreur, m'avertit Nathan alors que je rassemblais mes quelques affaires personnelles. Cette parfumeuse amatrice va t'utiliser et te jeter. Reviens à ce qui est sûr. Je m'arrêtai, la main sur la porte du laboratoire. J'en ai fini de jouer la sécurité. Dehors, sous le soleil de midi qui me réchauffait le visage, j'ai envoyé un texto à Audrey. Viens de démissionner, toujours partante pour dîner? J'ai des idées pour le nom. Sa réponse fut immédiate. Mon studio, 19h, apporte du vin et ton CV. Je connais peut-être quelqu'un qui a besoin d'une associée. Associée, le mot flottait dans mon esprit, porteur de possibilités que je n'étais pas encore prête à examiner de trop près. Pourtant, en m'éloignant de 8 années de contraintes show professionnelles, je me sentis plus légère que lors de nos entraînements, comme si j'avais enfin trouvé mon rythme. Quitter mon emploi fut à la fois l'acte le plus imprudent et le plus libérateur de ma vie.
Au troisième jour de chômage, la panique s'installa. Au cinquième, je parcourais les sites d'offres d'emploi avec un désespoir croissant. Mais entre ces vagues d'anxiété naquit quelque chose d'inattendu, une véritable liberté de création. L'offre d'Audrey était sérieuse, son entreprise se développait plus vite qu'elle ne pouvait le gérer les seuls. Et elle avait besoin d'une associée avec une expérience en entreprise et un nez entraîné. Le salaire qu'elle proposait était la moitié de ce que je gagnais chez Bergman, mais il s'accompagnait de quelque chose d'inestimable, un contrôle créatif total et un pourcentage sur chaque parfum à succès que nous développerions. Prends le week-end pour y réfléchir, m'avait-elle dit lors de ce premier dîner en me servant un autre verre de vin. C'est une grande décision. Mais même si je feignais de délibérer, nous savions toutes les deux quelle serait ma réponse. Nous avons scellé l'accord par une poignée de main qui s'éternisa quelques battements de cœur de trop. Notre entraînement pour le marathon se poursuivit malgré tout ce bouleversement. Après 2 mois, je pouvais courir 8 kilomètres sans m'arrêter, un miracle compte tenu de mon point de départ. Plus miraculeux encore était la façon dont la course était passée de la torture à la thérapie. Le martèlement rythmique de mes pieds sur le bitume me vidait l'esprit comme aucune méditation n'avait jamais pu le faire. Tu deviens plus rapide, remarqua Audrey lors de notre longue course du samedi. Bientôt, tu me laisseras derrière. Je ris, encore essoufflée. Pas dans cette vie. Ne te sous-estime pas, tu es plus forte que tu ne le penses. Il y avait quelque chose dans son ton, une chaleur qui allait au-delà d'un simple encouragement amical. Au cours des dernières semaines, quelque chose avait changé entre nous. De petits contacts, autrefois accidentels, semblaient maintenant délibérés. Les conversations s'étiraient et, tard dans la soirée, aucune de nous ne voulant être la première à partir, notre rythme sur le sentier était devenu presque télépathique. Nous ajustions notre allure à l'unisson, comme des danseuses qui auraient répété un chant qui auraient répété pendant des années. Quand Audrey a attrapé sa gourde, je ralentissais déjà. Quand ma respiration devenait laborieuse dans les côtes, elle réduisait instinctivement l'allure, sans un mot. Essayons de faire 11 kilomètres aujourd'hui, a-t-elle suggéré alors que nous atteignions notre point de demi-tour habituel. Tu essayes de me tuer? J'essaye de te préparer, le marathon n'est que dans 8 semaines. Cette pensée fit naître en moi un frisson d'anxiété. Je ne suis pas prête. Tu n'as pas besoin d'être prête aujourd'hui, juste un peu plus prête qu'hier. Alors que nous dépassions notre distance habituelle, ma cheville droite a commencé à me lancer. Je l'ai d'abord ignorée, ne voulant pas montrer de faiblesse, mais au 10e kilomètre, chaque pas envoyait une douleur fulgurante le long de ma jambe. Il y a quelque chose qui ne va pas, a dit Audrey, remarquant ma démarche altérée avant même que j'aie pu dire quoi que ce soit. Ta cheville? J'ai hoché la tête, m'arrêtant enfin pour inspecter les dégâts. L'articulation était déjà en train de gonfler. Merde, ai-je marmonné. J'ai dû me la tordre sur cette partie inégale du chemin. Sans hésiter, Audrey a passé mon bras autour de ses épaules. Allez, je te ramène à la maison. Les 5 kilomètres de marche jusqu'à mon appartement furent une torture, non seulement à cause de la douleur, mais aussi de la frustration de ce contretemps et de la conscience inconfortable du corps d'Audrey contre le mien, soutenant mon poids. Quand nous sommes arrivés à ma porte, je luttais pour retenir mes larmes. Je suis désolée d'avoir gâché la course. Ne sois pas ridicule, dit-elle, en m'aidant à m'asseoir sur le canapé. Reste là, surélève cette cheville. Elle se déplaça dans ma cuisine avec une familiarité surprenante, rassemblant de la glace et trouvant un torchon pour l'envelopper. Alors qu'elle soulevait doucement mon pied blessé sur un coussin, ses doigts effleurèrent mon mollet, envoyant une sensation d'un tout autre genre parcourir ma jambe. Il faut compresser, dit-elle, son ton professionnel en contradiction avec la tendresse de son contact. Et tu devrais éviter de poser le pied pendant au moins 2 jours. Le marathon, il sera toujours là quand tu seras guéri, pas de course tant que l'enflure n'aura pas disparu. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé. Je vais rester cette nuit pour m'assurer que tu suives les ordres du médecin. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais. Ses yeux croisèrent les miens. J'en ai envie. Nous avons commandé à emporter et regardé de vieux films pendant qu'elle renouvelait périodiquement la poche de glace. Alors que le soir tombait, Audrey s'est aménagé un lit de fortune à l'autre bout de mon canapé modulable. Tu peux prendre la chambre, ai-je offert. Je suis très bien ici, pas question de te laisser clopiner jusqu'à la salle de bain dans le noir. Son inquiétude m'a touchée à des endroits que je croyais cicatrisés depuis Nathan.
Pendant si longtemps, j'avais tout géré seule, insistant même là-dessus, repoussant l'aide, comme si l'indépendance était une médaille d'honneur plutôt qu'un fardeau. Merci, ai-je murmuré alors qu'elle ajustait un coussin sous ma cheville. Pour tout. À quoi servent les amis? A-t-elle répondu, bien que quelque chose dans son expression suggérait une question plutôt qu'une affirmation. Plus tard, je me suis réveillée dans l'obscurité pour trouver mes doigts entrelacés avec les siens, sans me souvenir d'avoir cherché sa main. Elle dormait, ses cheveux dorés répandus sur le coussin, son visage paisible dans la faible lumière filtrant à travers les stores. J'aurais dû défaire nos mains, j'aurais dû créer une certaine distance. Au lieu de ça, je l'ai regardée dormir, mémorisant la courbe de sa joue, le frémissement de ses cils pendant qu'elle rêvait. Ce sentiment me terrifiait, cette attraction vers une autre personne alors que je m'étais à peine remise du dernier crash. J'avais passé mon mariage à me réduire pour tenir dans l'espace que Nathan m'accordait. Et si ce n'était qu'une autre forme de la même faiblesse? Au matin, j'avais pris ma décision de créer des limites. J'avais besoin d'espace pour trier ces émotions confuses. Quand Audrey s'est réveillée et a proposé de préparer le petit déjeuner, j'ai prétendu avoir des plans avec une vieille amie. Oh! Son visage s'est brièvement décomposé avant de se reprendre. Bien sûr, tu as probablement besoin d'un peu de temps. Ce n'est pas que je n'apprécie pas. Pas besoin d'explication, dit-elle vivement en rassemblant ses affaires. Repose cette cheville. Je prendrai de tes nouvelles plus tard. Après son départ, mon appartement m'a semblé étrangement silencieux. J'ai clopiné jusqu'à la douche, me disant que cette distance était nécessaire, saine, mais alors que les jours passaient sans nos courses habituelles ou nos longues nuits au studio, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Je ne me protégeais pas d'une douleur potentielle, je me privais d'une joie potentielle. Et sans la présence vibrante d'Audrey, le monde avait perdu une dimension de couleur dont je n'avais pas soupçonné l'existence avant qu'elle n'entre dans ma vie. Le jour du marathon est arrivé avec un temps d'automne parfait. Air vif, ciel bleu et feuilles dorées craquant sous les pieds. Ma cheville avait guéri 2 semaines auparavant, bien que ma relation avec Audrey soit restée précaire. Nous avions repris l'entraînement et le travail ensemble, mais quelque chose avait changé. L'intimité facile que nous partagions avant ma retraite avait été remplacée par une politesse prudente. Pourtant, elle m'avait envoyé un texto la veille. Je passe te prendre à 6h30, n'oublie pas tes chaussettes porte-bonheur. Le message m'avait fait sourire malgré mon anxiété. J'attendais sur mon porche, sautillant sur la pointe des pieds, en partie à cause du froid matinal et en partie à cause du stress. Quand la voiture d'Audrey s'était égarée, mon estomac s'est retourné d'une manière qui n'avait rien à voir avec le trac d'avant-course. Prête pour ça? A-t-elle demandé alors que je me glissais sur le siège passager. Pas le moins du monde. Son rire a apaisé une partie de ma tension. Personne ne l'est jamais, jamais pour son premier marathon, mais tu t'es entraîné pour? La zone de départ bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les coureurs s'étiraient, ajustaient leur équipement, faisaient des allers-retours de dernière minute aux toilettes. Audrey a navigué dans le chaos avec une aisance professionnelle, me guidant jusqu'à notre sas. Alors que nous attendions le coup de pistolet, le doute m'a submergée par vagues. Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré, la panique montant en moi. 42 kilomètres, à quoi avais-je pensé? Audrey s'est tournée vers moi, ses 2 mains agrippant mes épaules. Kimberly Adams, tu as couru 32 kilomètres à l'entraînement. Tu as survécu à un divorce, démissionné de ton travail et tout recommencé. Ça? Elle a fait un geste vers le parcours. Ça, c'est juste un tour d'honneur. Mais et si? Regarde-moi. Ses yeux verts se sont ancrés dans les miens, féroces et certains. 1 kilomètre à la fois, je serai juste à côté de toi. Le coup de pistolet a retenti et des milliers de corps se sont élancés vers l'avant. Les premiers kilomètres sont passés dans un flou d'adrénaline. Audrey est restée à mes côtés, notre rythme stable et contrôlé. Nous avons suivi la foule à travers le centre-ville d'Albuquerque, dépassant des spectateurs enthousiastes, brandissant des pancartes amusantes. Ma partie préférée, a dit Audrey au 10e kilomètre en montrant un homme qui tenait une pancarte disant la pire parade de tous les temps. J'ai ri, surprise de me sentir si bien. C'est toujours comme ça? Attends le 30e kilomètre. Tu détesteras le parcours et peut-être même l'existence elle-même. Au 20e kilomètre, j'ai compris son avertissement. L'excitation initiale s'était estompée, remplacée par la sombre réalité des muscles fatigués et de la peau irritée.
Mais il y avait quelque chose de méditatif dans le rythme que nous avions établi, la synchronisation de nos foulées, la cadence de notre respiration. Le 29e kilomètre nous a amenés dans les contreforts avec leur pente redoutable. Audrey aurait facilement pu prendre de l'avance, mais elle s'est calée sur mon rythme de plus en plus laborieux. Tu n'es pas obligé de rester avec moi, ai-je haleté. Vise ton temps. Je suis exactement là où je veux être, a-t-elle répondu en me passant sa gourde. Au 32e kilomètre, le fameux mur m'a frappé comme une barrière physique. Mes jambes se sont transformées en béton, chaque pas exigeant un effort monumental. Des coureurs autour de nous marchaient, certains assis sur les trottoirs avec des expressions défaites. J'ai besoin de m'arrêter, ai-je suffoqué. Encore 5 minutes, a insisté Audrey, juste jusqu'au prochain point d'eau. D'une manière ou d'une autre, j'ai continué à avancer, bien que chaque pas semblait impossible. Quand nous avons atteint le point d'eau, Audrey a attrapé 2 gobelets, m'en tendant un. Encore 10 kilomètres, a-t-elle dit. Ce n'est rien, on a fait des entraînements plus durs. Menteuse, ai-je sifflé, mais j'ai recommencé à bouger. Le 37e kilomètre était une pure agonie. J'avais cessé de parler, conservant chaque once d'énergie pour l'acte mécanique de mettre un pied devant l'autre. La présence constante d'Audrey à mes côtés était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer sur le bord de la route. Dis-moi quelque chose, a-t-elle dit soudainement, quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Man, peux pas parler? Si tu peux, bah ça te distraira, quelque chose de vrai. Peut-être était-ce le délire de l'épuisement, mais les mots sont sortis avant que je puisse les filtrer. La façon dont tu me fais sentir me terrifie. Elle a manqué un pas, mais c'est vite reprise. Comment je te fais sentir? Comme si j'étais au bord d'une falaise et que je pouvais m'envoler ou tomber. Ses yeux se sont légèrement agrandis, mais elle a maintenu le rythme. Alors, de quoi as-tu peur? De t'envoler ou de tomber? Des deux. La conversation nous a portés à travers un autre kilomètre exténuant. Alors que nous passions le dernier virage, la ligne d'arrivée est apparue à 6 pâtés de maison, bordée de spectateurs en liesse. On va y arriver, ai-je dit, l'incrédulité colorant ma voix. En as-tu jamais douté? Audrey a souri, trempée de sueur et radieuse. Avec la ligne d'arrivée en vue, quelque chose a basculé en moi, une dernière barrière s'est brisée. J'ai attrapé la main d'Audrey, nos doigts s'entrelaçant aussi naturellement que la respiration. Nous avons franchi la ligne d'arrivée ensemble, les mains levées en signe de victoire. Des bénévoles ont passé des médailles autour de nos cous et nous ont enveloppés dans des couvertures d'eau de survie contre l'air frais de l'après-midi. Dans le chaos de la zone d'arrivée, Audrey m'a attirée dans une étreinte serrée. Tu l'as fait? A-t-elle murmuré contre mes cheveux. Ses lèvres ont effleuré ma joue, s'attardant juste assez longtemps pour envoyer une vague de chaleur dans mon corps épuisé. J'ai tourné légèrement la tête, nos visages assez proches pour partager un souffle. Pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser vraiment, je l'ai désirée avec une intensité qui m'a choquée. Kim, une voix masculine familière a brisé l'instant. Nathan se tenait à 3 mètres de là, l'air inconfortablement déplacé parmi les coureurs en sueur dans sa chemise repassée et ses lunettes de soleil de marque. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé, me détachant à contre-cœur d'Audrey. Les mises à jour de ton application de course sur les réseaux sociaux. Il a froncé les sourcils en regardant Audrey qui s'était raidie à côté de moi. Je pensais qu'on pourrait célébrer ta performance. Ce n'était pas le bon moment, Nathan. J'ai fait un geste vers mon état débraillé. Je peux attendre, nous devons parler de toute façon. Ses yeux se sont posés de manière significative sur ma main, toujours enlacée avec celle d'Audrey. De plusieurs choses? Audrey a serré mes doigts avant de les relâcher. Je vais nous chercher des encas de récupération, a-t-elle murmuré, s'éloignant pour nous laisser de l'intimité. Alors qu'elle disparaissait dans la foule, j'ai ressenti son absence comme un frisson physique, malgré la couverture thermique sur mes épaules. En terminant le marathon, je m'étais prouvé quelque chose de vital sur l'endurance et la force. Maintenant, je faisais face à un tout autre test, celui de rester fidèle à celle que je devenais, plutôt que de retourner à celle que j'avais été. L'apparition inopportune de Nathan à l'arrivée du marathon a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être un jour de triomphe. Après avoir repoussé une fois de plus ces tentatives de réconciliation, je me suis échappée avec Audrey, toutes deux boitillant légèrement en direction de sa voiture. Tu veux en parler? A-t-elle demandé une fois que nous étions en sécurité sur la route. Pas le moins du monde.
Elle a hoché la tête. Que dirais-tu d'un dîner de célébration à la place? Chez moi, une fois que nous aurons tous les deux pris une douche et de l'ibuprofène. La mention de son appartement a piqué ma curiosité. Durant tous nos mois d'amitié, je n'avais jamais vu où vivait Audrey. Notre travail se faisait dans son studio, nos courses dans les parcs publics, nos repas au restaurant ou chez moi. Ça me plairait, ai-je dit. Sa maison, s'est-il avéré, était un loft aménagé dans un entrepôt du centre-ville, à quelques pas de sa boutique. L'espace était ouvert et aéré avec de hauts plafonds, des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui capturaient le sol les lueurs roses et orangées du coucher de soleil. C'est magnifique, ai-je dit, admirant le mélange éclectique de meubles vintage et d'art moderne. Merci. Elle se dirigea vers la cuisine, débouchant une bouteille de vin rouge. C'est un travail en cours, comme tout le reste dans ma vie. Nous nous sommes installés dans une soirée confortable de pâtes à emporter et d'histoire de guerre du marathon, nos médailles accrochées côte à côte à une lampe. Au fil des heures, le bilan physique de la journée est devenu de plus en plus évident. Chaque muscle de mon corps me faisait mal avec une sorte de fatigue profonde qui, paradoxalement, ressemble à un accomplissement. Je devrais probablement rentrer, ai-je dit à contre-cœur en vérifiant l'heure. Il se fait tard. Tu pourrais rester, a suggéré Audrey. J'ai une chambre d'amis et aucune de nous ne devrait conduire. Le cerveau post-marathon, c'est comme être ivre et on a bu du vin par-dessus ça. L'offre était logique, mais mon hésitation a dû se lire sur mon visage. Juste pour dormir, a-t-elle ajouté rapidement. Dieu sait qu'on en a besoin. Sa chambre d'amis était petite mais confortable, avec un lit double et une bibliothèque remplie de textes de référence sur les parfums. J'ai emprunté un pyjama qui sentait légèrement son parfum, des notes d'agrumes et de cèdre que j'avais fini par associer à la légèreté inexplicable que je ressentais en sa présence. Le sommeil est venu instantanément, mon corps s'abandonnant à l'épuisement. Mais au petit matin, je me suis réveillée désorientée, chaque muscle criant de protestation au moindre mouvement. Avec un grognement, j'ai clopiné jusqu'à la salle de bain attenante à la recherche de plus d'ibuprofène. En retournant au lit, un son étrange a attiré mon attention, un vrombissement mécanique suivi d'un léger clic provenant de quelque part dans l'appartement. Curieuse, j'ai suivi le bruit dans le couloir. Dans la pénombre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une fente de lumière s'échappant de ce qui semblait plutôt être un mur plein. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'une porte dissimulée, légèrement entr'ouverte. Je savais que je devais retourner au lit. C'était l'espace privé d'Audrey, pas à moi de l'explorer. Mais quelque chose m'a attiré vers l'avant, la curiosité de la parfumeuse qui définissait ma vie professionnelle peut-être, ou quelque chose de plus profond que je n'étais pas prête à nommer. La pièce cachée était petite mais méticuleusement organisée. Des armoires vitrées bordaient un mur contenant des centaines de flacons de parfums vintage disposés chronologiquement. Un grand bureau en bois occupait le centre, couvert de papier jauni, protégé dans des pochettes en plastique. Le long d'un autre mur étaient accrochées des photographies en noir et blanc encadrées, des femmes en tenue des années 1120 et 30, beaucoup tenant des flacons de parfum ou se tenant dans ce qui semblait être les premiers laboratoires de parfumerie. Je me suis approchée pour examiner une photo particulièrement frappante d'une femme élégante avec les pommettes hautes et la mâchoire déterminée caractéristique d'Audrey. La légende indiquait Eleanor Gonzalez, Paris 1025. C'est ma grand-mère. J'ai sursauté violemment à la voix d'Audrey derrière moi. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un t-shirt et d'un short délavé, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Je suis tellement désolée, ai-je balbutié. J'ai entendu un bruit et ce n'est pas grave. Elle est très vite entrée dans la pièce, allumant une petite lampe. Le système de climatisation se met en marche toutes les 4 heures. J'aurais dû te prévenir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé, l'embarras cédant la place à une véritable curiosité. Audrey s'est approchée du bureau, ses doigts caressant les documents conservés. L'histoire de la famille, l'histoire professionnelle. Des choses que j'ai passé des années à rassembler, pièce par pièce. Elle m'a montré des formules de parfums datant des années 1120, manuscrites à l'encre passée sur du papier cassant. Ma grand-mère a été l'une des premières américaines à se former comme parfumeuse en France. Elle a créé des dizaines de parfums révolutionnaires, des senteurs qui brisaient toutes les règles de son temps. Ça devrait être dans un musée,
ai-je soufflé, reconnaissant l'importance historique. On les lui a volés, a dit Audrey, une dureté dans la voix, par Douglas Reed, le fondateur de Reed Fragrances. Reed, le conglomérat qui possède maintenant Bergmans? Ai-je demandé, faisant le lien. Elle a hoché la tête sombrement. En bien d'autres, Reed a convaincu ma grand-mère de s'associer avec lui. Elle crée l'eau, les formules, il fournissait le soutien commercial. Une fois qu'il a eu son portfolio complet, il l'a discrédité, a prétendu qu'elle lui avait volé les formules, et non l'inverse. C'est horrible, mais elle n'a pas pu se défendre. Prouver qu'elles étaient Iced Hailey, ça à elle. Une femme mexicano-américaine contre un puissant homme d'affaires blanc dans les années 1930? Audrey a eu un rire amer. Elle a eu de la chance de s'en sortir avec sa réputation à peu près intacte. Elle est retournée à la création de parfums sur mesure pour des clients privés, ne revoyant plus jamais son travail en magasin. J'ai étudié les photographies avec une nouvelle compréhension. C'est pour ça que tu as lancé Wildflower, pour récupérer l'héritage de ta grand-mère? En partie. Elle a tiré une chaise, m'invitant à m'asseoir. Reed a volé plus que des formules. Il a volé son histoire, le récit de qui a le droit de créer de la beauté dont la vision compte. Je voulais reprendre ça. La vulnérabilité dans l'expression d'Audrey a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Sans réfléchir, j'ai tendu la main pour prendre la sienne par-dessus le bureau. Quand ma grand-mère est morte, a-t-elle continué, la voix chargée d'émotion? Elle m'a laissé son carnet de formules personnelles et une lettre. Elle disait: ce qu'on nous prend dans la vie, nous le reconquérons par notre héritage. Des larmes ont coulé sur ses joues. Sans hésiter, j'ai contourné le bureau et me suis agenouillée à côté de sa chaise, utilisant mon pouce pour essuyer l'humidité sur son visage. La tendresse du geste nous a surprises toutes les deux. Je n'ai jamais montré cette pièce à personne, a-t-elle murmuré, ses yeux plongeant dans les miens. Merci de me faire confiance. Nous sommes restés figés dans cet instant, ma main berçant son visage, ses yeux scrutant les miens. Puis lentement, inévitablement, elle s'est penchée en avant jusqu'à ce que nos fronts se touchent. J'ai senti son expiration tremblante contre mes lèvres, un moment d'hésitation avant qu'elle ne comble la dernière distance entre nous. Le baiser fut d'abord doux, interrogateur, puis ses mains se sont glissées dans mes cheveux et les miennes l'ont attiré plus près, et rien dans ma vie n'avait jamais semblé aussi parfaitement, terrifiamment juste. Quelque chose de fondamental a changé après cette nuit dans la pièce secrète d'Audrey. La danse prudente que nous exécutions depuis des mois s'est dissoute, remplacée par une nouvelle forme d'intimité qui me terrifiait et m'exaltait à parts égales. Nous n'avons pas mis d'étiquette sur ce qui se passait entre nous. Au lieu de ça, nous nous sommes donc concentrés sur ce qui semblait de plus en plus urgent: terminer notre parfum signature pour le lancement de la collection d'hiver de Wildflower dans seulement 6 semaines. Il doit raconter une histoire, a dit Audrey un soir alors que nous travaillions tard dans son studio. Quelque chose sur la transformation. Comme une marathonienne qui ne peut toujours pas descendre les escaliers normalement. Ai-je plaisanté en me frottant les quadriceps encore endoloris. Elle a souri, tapotant un crayon contre son carnet, plutôt comme une femme qui se croyait finie pour découvrir qu'elle ne faisait que commencer. Ces mots flottaient dans l'air entre nous, chargés d'un sens qui allait au-delà de la parfumerie. Je ressentais vivement ce sentiment de renaissance. Dans ma vie professionnelle, certainement, mais encore plus dans l'éveil personnel qu'Audrey avait déclenché. Chaque certitude que j'avais sur moi-même semblait bonne à réexaminer. Le vendredi suivant, une enveloppe élégante est arrivée au studio, adressée à nous deux. À l'intérieur se trouvait une invitation au gala annuel de l'industrie de Reed Fragrances, l'événement de réseautage le plus prestigieux de l'année. Pourquoi nous inviterait-il? Me suis-je demandé en montrant à Audrey le carton épais. Ce ne sont pas eux. Elle a pointé une note manuscrite en bas de la page. Au plaisir de renouer le contact, Nathan Morris, vice-président du développement de marché. Mon estomac s'est noué. Vice-président? Depuis quand? Depuis 3 semaines, si l'on en croit les rumeurs du milieu. L'expression d'Audrey était soigneusement neutre. C'est une sacrée promotion. Je froissai l'invitation. Il cherche à me déstabiliser ou à obtenir des informations. Elle récupéra le carton, le lissant d'un air pensif. Reed rachète les petites marques. Leur stratégie est d'identifier les menaces potentielles très tôt pour les racheter ou les écraser. Et Nathan sait tout de notre travail, seulement ce que j'ai montré publiquement?
corrigea Audrey. Il ne sait rien de notre parfum signature ni des formules historiques. Mais la graine de l'inquiétude était plantée. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je trouvais une enveloppe officielle de Morris and Associates, le cabinet d'avocats de Nathan. À l'intérieur, une mise en demeure affirmant que j'avais violé ma clause de non-concurrence avec Bergmans et détourné des informations confidentielles. Mes mains tremblaient tandis que j'appelais Audrey. Nathan me menace d'une action en justice. 30 minutes plus tard, elle était dans mon appartement, lisant la lettre avec une indignation croissante. C'est ridicule, tu n'as rien pris de chez Bergmans? Mais j'y ai développé des techniques. Et si une partie de notre travail chez Wildflower ressemblait à des projets que j'ai touchés chez Bergmans? Ce n'est pas du vol, c'est de l'expérience. Elle arpentait mon salon. C'est du bluff, il ne peut avoir aucune preuve, car rien n'a été volé. Peu importe que ce soit vrai ou non, un procès épuiserait nos ressources, retarderait notre lancement, nuirait à notre réputation. Et c'est exactement ce que Reed veut. Audrey s'arrêta. Il faut qu'on parle à mon avocat et qu'on sécurise tout au studio. La semaine suivante s'écoula dans un tourbillon de paranoïa et de préparatifs. Nous installâmes de nouvelles serrures au studio, sauvegardâmes toute la documentation de nos formules et rencontrâmes l'avocat d'Audrey, qui nous assura que les allégations de Nathan étaient, au mieux, ténues. Mais il était difficile de se sentir en confiance face aux ressources juridiques colossales de Reed Fragrances. Pendant ce temps, nous travaillions frénétiquement pour achever notre parfum signature, sachant que son succès pourrait déterminer la survie de Wildflower. La pression créa entre nous une intensité étrange, comme celle de deux artistes trouvant leur synchronisation parfaite juste avant d'entrer en scène. Nous devons aller à ce gala, annonça Audrey 3 jours avant l'événement. Quoi? Pourquoi irions-nous nous jeter dans la gueule du loup? Parce qu'en nous cachant, nous aurons l'air coupables. Et parce que je veux voir ce que Nathan cherche vraiment. Elle me prit les mains. Nous y irons fortes, unies, sans rien à cacher. J'acceptai à contre-cœur, bien que l'idée d'affronter Nathan sur son nouveau territoire me donna des sueurs froides. Le soir du gala, Audrey arriva à mon appartement dans une robe vert forêt qui rendait ses yeux lumineux. Sa vue chassa momentanément toutes mes inquiétudes. Tu es éblouissante, dis-je, soudain mal à l'aise dans ma propre robe de cocktail bleu nuit. Toi aussi. Son regard me parcourut avec une telle appréciation qu'une douce chaleur se propagea sur ma peau. Prête à affronter l'ennemi? Autant que je puisse l'être. Le siège de Reed Fragrances avait été transformé pour la soirée. Des lustres de cristal jetaient une lumière dorée sur des sculptures de glace et des compositions d'orchidées blanches. Les cadres de l'industrie se mêlaient aux célébrités et aux influenceurs, parlant tout le langage du luxe et de l'exclusivité. Nous n'étions pas là depuis 20 minutes que Nathan se matérialisa à nos côtés, une flûte de champagne à la main. Kim, Audrey, je suis si heureux que vous ayez pu venir. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ça change des marathons, n'est-ce pas? Félicitations pour ta promotion, dis-je d'un ton neutre. Ça change des procédures de divorce. Son expression se durcit. Je voulais justement discuter de ces procédures avec toi. Il y a eu quelques complications. Toute complication devrait passer par mon avocat. Certaines affaires se règlent mieux en personne. Il jeta un regard significatif à Audrey, en privé. Tout ce que tu as à dire à Kim, tu peux le dire devant moi, répliqua froidement Audrey. La façade polie de Nathan se fissura un instant. Il ne s'agit pas de votre petite parfumerie ou de je ne sais quel jeu vous jouez toutes les deux. Il s'agit de conséquences de cas juridiques sérieuses. C'est pour ça que vous avez envoyé une mise en demeure sans fondement? Pour nous faire peur, lançai-je. Pour vous avertir. Reed protège ses intérêts. Avec agressivité, il baissa la voix. Mais tout ça pourrait disparaître. Reviens chez Bergmans, nous créerons un nouveau poste pour toi, directrice de la création exécutive. Le double de ton ancien salaire. L'offre me frappa comme un coup. Tu crois que tu peux m'acheter? Je crois que je peux t'éviter une erreur coûteuse. Il fit un signe de tête vers Audrey. Elle ne peut pas t'offrir ce que Reed peut t'offrir. La sécurité, les ressources, un avenir. Avant que je puisse répondre, Audrey posa sa main sur mon bras. Qui m'a des preuves? Nathan et moi nous tournâmes d'Asphotney d'Alley, surpris. Des preuves de quoi? Demanda Nathan. De la véritable origine des formules les plus célèbres de Reed. Sa voix était assurée, même si je sentais sa tension à travers la poigne sur mon bras. C'est Eleanor Gonzalez qui a créé Minuit à Paris, Aube ambrée et au moins 6 autres classiques de Reed.
Nous avons les formules originales, datées et documentées. Le visage de Nathan se vida de ses couleurs. C'est absurde. Vraiment? Demande à tes nouveaux patrons ce qu'il en est du procès qu'Eleanor a intenté en 1935. Demande-leur pourquoi il a soudainement disparu des archives du tribunal. Audrey eut un mince sourire. Ou alors, nous pourrions en discuter avec ces journalistes, là-bas, près du bar. Je suis sûre qu'ils trouveraient ça fascinant. Pour la première fois, je vis une peur réelle dans les yeux de Nathan. Cette conversation n'est pas terminée, marmonna-t-il avant de se fondre dans la foule. Avons-nous vraiment des preuves qui tiendraient de son devant un tribunal chuchotai-je une fois qu'il fut parti. Assez pour les rendre nerveux, l'expression confiante d'Audrey s'adoucit. Assez pour nous faire gagner du temps et finir notre travail. Debout, au milieu de cette foule scintillante, je réalisais que quelque chose de profond avait changé. Avec Nathan, je m'étais toujours sentie diminuée, une version plus petite de moi-même. Avec Audrey, je me sentais grandie, plus complète. Alors que nous quittions le gala, marchant main dans la main dans l'air frais de la nuit, je compris que certaines batailles ne se gagnent pas par la confrontation, mais simplement en choisissant qui l'on veut être et qui l'on veut à ses côtés pour le devenir. Le matin du lancement de notre parfum se leva, clair et lumineux, 6 mois après cette confrontation avec Nathan au gala de Reed. Les mois qui s'étaient écoulés avaient été un tourbillon de création, de manœuvres juridiques et de profondes transformations personnelles. Les menaces de Nathan s'étaient bel et bien transformées en procès, mais les preuves d'Audrey concernant les formules volées de sa grand-mère s'étaient révélées plus solides qu'elle ne l'avait cru. Quand les dirigeants de Reed avaient compris que nous possédions le carnet original d'Eleanor avec des formules datées qui précédaient leur création de plusieurs mois, ils étaient rapidement passés de l'agression à la négociation. L'accord que nous avions conclu 3 semaines plus tôt accordait à Wildflower Fragrances une liberté de création totale et une compensation financière substantielle que nous avions immédiatement investie dans notre boutique phare, dont l'inauguration était prévue dans exactement 2 heures. Tu es prête pour ça? Demanda Audrey, me trouvant dans l'arrière-boutique où j'arrangeais les présentoirs de notre parfum signature Vérité et Essence. Pas le moins du monde, admis-je, bien que mes nerfs trahissent plus l'excitation que la peur. Elle rit, passant ses bras autour de moi par derrière, son menton posé sur mon épaule. On dirait que c'est notre thème. Tu te souviens du marathon? Comment pourrais-je l'oublier? Mes genoux ne me l'ont toujours pas pardonné. Mais nous avons terminé. Ses lèvres effleurèrent mon oreille. Et regarde où ça nous a menés. Où ça nous avait menés, c'était ici. À ce moment de triomphe professionnel, certes, mais plus important encore, l'une à l'autre. Le chemin n'avait pas été simple. Apprendre à faire confiance à nouveau après Nathan avait été difficile. M'ouvrir à des sentiments que je n'avais jamais anticipés l'avait été encore plus. Mais comme pour la création d'un parfum complexe, les combinaisons les plus audacieuses donnaient souvent les résultats les plus remarquables. J'ai quelque chose pour toi, dit Audrey en reculant pour sortir une petite boîte de sa poche. Un cadeau pour le lancement. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en argent en forme de flacon de parfum. Lorsque j'ouvris le minuscule bouchon, l'odeur familière de vérité et essence s'en échappa, notre création. L'histoire olfactive de 2 femmes trouvant le courage et l'amour au moment où elles s'y attendaient là un. Ben, moi, c'est parfait, murmurai-je en me tournant pour qu'elle puisse me l'attacher autour du cou. Il y a une inscription, dit-elle, ses doigts s'attardant sur ma peau. Je retournai le pendentif pour lire les mots gravés. Ce que la vie nous prend, nous le réclamons en héritage. Ta grand-mère serait fière, lui dis-je, la voix rauque d'émotion, de tout ce que tu as accompli. De tout ce que nous avons accompli, corrigea-t-elle en prenant ta main. Allez, viens, la presse va bientôt arriver. La boutique phare était une merveille de design mêlant l'élégance moderne à des touches qui honoraient l'héritage d'Eleanor. Flacons vintage et photographies d'époque côtoyaient des présentoirs contemporains épurés. Notre collection complète occupait un mur tandis que Vérité et Essence trônaient sur le piédestal central, cœur magnifique autour duquel tout le reste gravitait. L'inauguration dépassa nos projections les plus optimistes. Rédacteurs beauté, influenceurs et clients remplissaient l'espace, créant une effervescence qui débordait sur le trottoir. Au moment de mon discours, je me sentis un instant submergée par le chemin qui m'avait menée ici.
Il y a un an, commençai-je, la voix plus stable que je ne l'aurais cru, je signais des papiers de divorce en me demandant ce qu'il restait de ma vie. Aujourd'hui, je me tiens dans ce lieu magnifique, entouré de créations qui représentent non seulement un parfum, mais une transformation. La foule se tue, sentant l'authenticité de mes mots. Vérité et essence n'est pas qu'un parfum. C'est un rappel que nous devons parfois perdre celle que nous pensions être pour découvrir celle que nous sommes destinés à devenir. Pendant que je parlais, je croisais le regard d'Audrey dans le public, y voyant tout l'amour et la confiance qui m'avaient tant soutenue à travers cette renaissance. Lorsqu'elle me rejoignit pour la coupe du ruban, nos mains se superposèrent sur les ciseaux, métaphore parfaite de la façon dont nos vies s'étaient entrelacées. Des heures bien plus tard, quand le dernier invité fut parti et que nous eûmes verrouillé les portes, Audrey m'attira au centre de la boutique vide. Danse avec moi, dit-elle doucement, bien qu'il n'y eût pas de musique. Ici, ris-je, juste ici, au cœur de ce que nous avons construit ensemble. Elle guida mes bras autour de son cou avant de passer les siens autour de ma taille. Nous nous balancions doucement sous l'éclairage tamisé, entouré de flacons de verre qui captaient et réfractaient la lumière comme de minuscules étoiles. Tu sais à quel moment j'ai su que je tombais amoureuse de toi demanda-t-elle. Quand j'ai brillamment identifié la note de cœur manquante dans ta composition. Elle sourit contre ma joue. Avant ça, c'était lors de ce premier entraînement pour le marathon. Tu étais complètement hors de ton élément. Tu souffrais visiblement, mais tu refusais d'abandonner. C'est mon entêtement qui t'a attiré? C'était une forme de reconnaissance, corrigea-t-elle. J'ai vu quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas faire les choses, c'est à moitié. Quelqu'un qui, lorsqu'elle s'engage, s'engage pleinement. La vérité de ces mots résonna profondément en moi. Cette qualité m'avait autrefois poussée à rester trop longtemps dans un mariage raté, mais elle m'avait aussi donné le courage de construire cette nouvelle vie, cette vie inattendue et magnifique, avec une femme qui voyait ma force même quand j'en étais incapable. J'ai quelque chose pour toi aussi, dis-je en sortant une petite pochette de velours de ma poche. Je la garde sur moi depuis des semaines, en attendant le moment parfait. À l'intérieur se trouvait une clé en argent vintage que j'avais trouvée chez un antiquaire. Je l'avais fait restaurer et monter sur une chaîne délicate. Elle est magnifique, dit Audrey alors que je la lui attachai dit autour du cou. Qu'est-ce que c'est ou qu'elle ouvre? Rien de littéral, souris-je, me sentant soudain timide. C'est symbolique, la clé de tout ce qui nous attend, de toutes les portes que nous déciderons de franchir ensemble. Elle toucha la clé qui reposait sur sa clavicule, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'aime l'idée. Puis elle m'embrassa, là, au centre de notre création commune, avec une passion douce qui me coupait encore le souffle. Et je songeais à quel point la vie est étrange et merveilleuse, comment la fin d'une histoire n'est souvent que le premier chapitre d'une autre, plus belle encore. Comment, parfois, le plus grand amour n'est pas celui que l'on a prévu, mais celui qui vous trouve alors que vous êtes occupé à devenir vous-même.